Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et aujourd'hui on va attaquer le 26e épisode de Catch Up, le podcast qui vous résume Raw, Monday Night Raw, le chauffard de la WWE. On va parler du Raw du 17 octobre 2016 qui se déroulait à Denver dans le Colorado. Et pour m'accompagner ce soir, la fine fleur des cahiers du catch, notre ami le Globetrotter, Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël? Ça va très bien, ça va très bien. Je viens tout juste de finir de rédiger un article justement sur les favoris du prochain Royal Rumble puisqu'on est à 100 jours du Rumble. Voilà, je me permets de glisser une petite promo. Voilà, allez voir son texte, commentez, donnez votre avis sur les cahiers du catch. Et également ce soir, un invité spécial. Il a remporté sa place ici de haute lutte au CDC Quiz qui affrontait donc notre équipe, l'équipe bleue de Catch Up, à son équipe à lui, l'équipe de Feud of the Year, Foti pour les intimes, le podcast interactif. Notre ami Kovacs, comment vas-tu Kovacs? Ça va très bien, merci de m'accueillir Ringside. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. C'est avec plaisir. Eh ben Kovacs Alors de je rappelle, c'est avec un grand plaisir que non seulement on vous a bien battu pendant le CDC Quiz, mais aussi c'est quand même avec un grand plaisir que je vous rejoins pour cet épisode de Catch-up, que j'aime beaucoup par ailleurs. Oh merci. c'est gentil de le dire, c'est trop gentil. Bon, je tiens à préciser que j'étais pas dans ce CDC Quiz, hein, donc je ne porte pas la responsabilité de l'échec de mon équipe. Oui, on a Je perdu. leur mets le blâme. On a Parce que perdu. moi, je sais qui est le prototype, moi, monsieur. Euh, Cachine. Bon, allez. Sans plus tarder. Alors, vous pourrez écouter le CDC Quiz sur notre chaîne YouTube. Ça doit déjà être en ligne. Si vous êtes abonné, vous l'avez déjà vu passer, vous avez pu l'écouter déjà. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, il est temps de vous abonner parce que voilà, vous loupez des surprises. Je vous rappelle que c'est gratuit, l'abonnement. Alors, allez, on passe aux choses sérieuses, pardon. Monday Night Raw, 17 octobre 2016, Denver, Colorado. Donc Denver, c'est surnommé la Mile High City, car son altitude officielle exacte est d'un mile, soit 1609 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ma foi, Ça sera c'est important. précis. Oh, c'est le Ça sera Jean-Paul important Olivier plus tard. du catch. C'est ça, toujours une petite info. Alors, au programme de cette semaine, on aura un match d'ouverture qui ressemble beaucoup au main event de la semaine dernière, une scission entre les meilleurs amis de l'univers, des interviews croisées, une publicité pour Facebook Live et un main event plein de tendresse. Alors, avant qu'on arrive dans l'arène, on a déjà tout de suite une annonce pour les choses sérieuses, c'est-à-dire le retour de Goldberg, et on aura aussi une interview, enfin deux interviews plutôt, une de Sasha Banks, la championne, et une interview de Charlotte par la revenante Lita. Donc ça, ce sera plus tard dans l'émission. Donc c'est un peu un Raw historique, parce qu'on a quand même le retour de Goldberg, c'est pas peu. Mais pour ce qui concerne l'opener, on a Kevin Owens et Chris Jericho qui arrivent au ring. Alors un Kevin Owens qui tire la gueule, un Chris Jericho qui est pas content. Alors on nous rappelle rapidement que la semaine dernière, Seth Rollins a laissé Y2J KO au milieu du ring et que Kevin Owens avait laissé son ami se faire tabasser en quelque sorte. Voilà, Kevin Owens il tire la gueule, il fait taire la foule parce que la foule est assez contente de voir Chris Jericho, donc il chante Y2J, Y2J. Mais comme d'habitude, Kevin Owens il sait comment les faire taire. Donc Kevin Owens il nous rappelle que Foley est en pleine vendetta contre lui. Et c'est pour ça qu'il veut que donc, le champion universel défende son titre dans Hell in a Cell. Sur quoi Kevin Owens n'est pas très d'accord, parce qu'il n'a pas envie de se mettre en danger plus que de raison. Donc ils accusent Mick Foley d'être un stupide idiote. Mais le plus stupide, c'est évidemment Seth Rollins qui a décidé de s'enfermer dans la cage avec Kevin Owens. Parce que quand même, une fois qu'il sera dans la cage avec le champion universel, il va se faire démonter, Seth Rollins. Le champion, il va démontrer pourquoi c'est toujours le Kevin Owens Show.
Mais là, Chris Jericho explique que c'est pas que le Kevin Owens Show, c'est un peu plus le Chris et Kevin Show. Donc il rappelle un peu son CV hein, avec toutes ses victoires au long de toutes ses championships qu'il a gagné tout au long de sa carrière et qui devrait être également, lui il aurait dû être aussi dans le Hell in a Cell, mais il est victime d'une erreur d'arbitrage hein, et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière hein. C'est un peu tout ça, c'est un peu la faute de l'arbitre s'il a perdu son match la semaine dernière qui aurait pu lui permettre d'être dans le Hell in a Cell. Donc il met l'arbitre sur la fameuse liste de Jericho. Et Kevin Owens ensuite nous annonce qu'il va envoyer Seth Rollins à la retraite. Et là-dessus, évidemment, Seth Rollins débarque. Et donc il est un peu bravache comme ça. Hein. Il propose à Chris Jericho de mettre son écharpe, hein, l'écharpe de Chris Jericho sur la liste, hein, parce que c'est vraiment une écharpe dégueulasse. Il critique le physique de Jericho, il le traite de Sparkle Crutch. Alors, je ne pas trop la traduction. Alors, de ça, c'est entre jambes scintillantes. D'accord. Voilà, c'est par rapport à toutes les paillettes qui ornent le slip de combat de Jericho. D'accord, ok. Qui a également Heureusement qu'on a Kovacs. Et oui, C'est ça, heureusement que t'es venu, hein, parce qu'on serait et resté voilà, dans le... qui a également jusqu'au bout. GOAT marqué sur le QQ, G-O-A-T, mais qui ne veut pas dire chèvre comme on pourrait le croire, ça c'est plutôt le boulot de Daniel Bryan, mais ce sont les initiales de Greatest of All Time, le plus grand de tous les temps, puisque Chris Jericho is the best in the world at what he does. C'est ça, exactement. J'ai mis tout un pay-per-view à comprendre pourquoi il avait Goat et Chris Moi Jericho. aussi, ça m'a beaucoup turlupiné, donc j'avais fait des recherches pour savoir, et je suis bien content d'étaler ma science aujourd'hui. Voilà, ça sert à ça aussi, de devenir un catch-up. On peut briller. Exactement. Alors, donc, Seth Rollins y continue, il explique que Chris Jericho devrait mettre son amitié avec Kevin Owens sur la liste, parce que c'est une amitié qui est médiocre. Et puis surtout parce que Kevin Owens, évidemment, il a laissé Chris Jericho se faire dérouiller seul la semaine dernière dans le ring. Donc au final, leur amitié, ça sert surtout à faire apparaître Kevin Owens fort et Chris Jericho faible. Donc ça, se faire traiter de faible, Chris Jericho, il aime pas du tout. Et évidemment, hein, il explique qu'il peut battre Seth Rollins quand il veut, n'importe où, n'importe quand. Du coup, n'importe où, n'importe quand. Pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas maintenant? Et donc du coup le match est validé pour ce soir, pour maintenant. Et là par contre il y a une question qui se pose, c'est-à-dire que Rollins demande à Chris Jericho qu'est-ce que tu vas faire de Kevin Owens? Est-ce qu'il va rester ringside? Est-ce que ça va devenir en quelque sorte the ugliest cheerleader, hein, c'est-à-dire la pom-pom girl la plus hideuse? Bon là-dessus, Kevin Owens il veut rester, mais Y2J lui demande expressément de quitter les lieux. Et donc Kevin Owens va rejoindre le vestiaire, mais il dit qu'il sera là par l'esprit. Hein, évidemment, ils se font une dernière accolade tous les deux, comme c'est les meilleurs amis du monde. Bromance of the Year. C'est ça, exactement. C'est vraiment une belle amitié. C'est quand vrai. même. Donc bon, je vais enchaîner tout de suite sur le match et puis je vous donnerai la parole juste après, hein, comme ça on termine sur ce segment d'ouverture. En gros, dans le match, hein, Chris Jericho il prend l'avantage avec un backbreaker, pardon. Il fait un petit coup d'arpin entre les cordes qui est pas mal. Ensuite, il envoie Seth Rollins dans les barricades à l'extérieur du ring. Mais Rollins réussit à le contrer. Il se jette sur lui de la troisième corde. Non, il arrive à contrer Chris Jericho qui se jette sur lui depuis la troisième corde. Il le contre avec une powerbomb, précisément. Il fait un springing neckbreaker. Et avant la pub, Y2J reprend le contrôle du match avec son springing dropkick qu'il fait dans le coin du ring. Ensuite c'est Rollins qui reprend le contrôle en esquivant un dropkick. Il fait son Stinger Splash, un Silk Blade. Y2J il arrive à contrer quand même, il place son Iron Salt. Il tente un pedigree pour humilier Seth Rollins, mais c'est contré par un Jumping High Knee et ça enchaîne sur un Falcon Arrow. Là il y a Kevin Owens qui débarque alors qu'on lui avait dit de rester dans les vestiaires. Pendant que Seth Rollins est sur la troisième corde, Y2J profite pour glisser à l'extérieur pendant que Rollins s'intéresse au cas de Kevin Owens. Mais Rollins lâche pas l'affaire, il se jette sur lui avec un crossbody. Il enchaîne avec un springing high knee
et ce qui se passe après, c'est-à-dire que distrait par Kevin Owens, Rollins se laisse prendre dans le Wall of Jericho. Donc il essaye d'atteindre les cordes, hein, mais Kevin Owens écarte les cordes, tire dessus pour les éloigner de Rollins. Là, l'arbitre met le holà, il le cale, hein, il dit ça suffit. Et là-dessus, il y a un petit paquet qui est contré alors un petit paquet qui est contré par un pédigré, qui est contré en Inzugiri. On essaie de tenter un code breaker de la part de Jericho, mais c'est contré. Et Rollins réussit à placer le pédigré. Voilà, victoire de Rollins sur pédigré. Plus tard dans l'émission, Chris Jericho et Kevin Owens s'engueulent. C'est la fin de la belle amitié. Hein, Chris Jericho il a dit tu m'as pas aidé, hein, je t'avais dit de rester dans les vestiaires, tu m'as fait perdre le match. Là c'est Stephanie McMahon qui débarque pour les ramener à la raison. Elle leur rappelle qu'à Survivor Series il y a un challenge, hein, qui est posé entre Monday Night Raw et SmackDown Live. C'est-à-dire qu'elle a besoin de ses deux meilleurs généraux pour le match à 5 contre 5, hein, parce qu'il faut les 5 top guys de Raw contre les 5 top guys de SmackDown dans un match à élimination. Donc de mauvaise volonté, ils se rabibochent, mais ils sont quand même pas d'accord. On voit bien que l'amitié n'est pas au beau fixe entre les champions de l'univers. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cet opener, de ce match? Dites-nous tout. On va commencer par notre invité Kovacs. Alors moi, pour commencer, j'ai adoré la promo d'ouverture du show, et notamment le duo que forment Chris Jericho et Kevin Owens. Ça fait quelques épisodes de Fauti où j'avais un peu tendance à descendre Jericho en trouvant qu'il était un peu moins dans le mood qu'il pouvait l'être il y a quelques années quand il était au top du top. Mais là, j'ai trouvé vraiment que l'association avec Owens marchait super bien. Ils forment un duo formidable. Il y a beaucoup de vannes. On rigole beaucoup. Et puis, c'est vraiment un duo naturel. Donc, j'ai vraiment passé un très bon moment à les écoutant se plaindre tous les deux jusqu'à l'arrivée de Rollins. Après, pour ce qui est du match qui a suivi, donc entre Rollins et Jericho, c'était très très sympa à suivre. C'était un très bon match. Mais bon, en même temps, on a quand même deux bons catcheurs, donc ça aurait été quand même étrange de voir autre chose qu'un bon match. L'intervention d'Owens, bon, elle était un peu, comment dire, attendue, parce que bon, le côté, oui, je vais attendre les vestiaires, je serai là par l'esprit, c'est un heel, on sait forcément qu'il va aider son pote quand il sera en galère, donc voilà. Mais c'est bien parce que ça crée, comme tu l'as dit, une dissension dans les rangs entre Jericho et Owens. Et ce sera peut-être une faiblesse qui permettra à SmackDown de prendre l'avantage lors du match des Survivor Series. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est toute une storyline qui est très plaisante à voir, qui est rythmée, qui est bien écrite, où il y a de bons dialogues, il y a de bons matchs, donc c'est du tout bon, quoi. Ok. Raphaël, toi, qu'est-ce que t'en penses? Sur les qualités du duo Jericho-Owens, je suis bien d'accord. Après, ils prennent tellement de place que ça efface un peu Rollins, et Rollins qui est quand même en plus ou moins turn. Enfin, pour moi, il est face, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait, c'est encore très frais. Donc, il manque un peu de présence au micro, à part lancer quelques vannes, mais ils occupent beaucoup de temps, alors pour le bien de l'émission, parce que c'est très sympa à aller voir, mais c'est vrai que du coup, la fiche en elle-même est presque oubliée par rapport à cette histoire d'amitié, par rapport à Jericho qui régale tout le monde avec sa liste. Ouais, c'est très vrai, ouais. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant dans le segment final, c'est quand même de savoir qu'a priori Stéphanie compte sur son champion du monde pour faire partie du match par équipe des Survivor Series, donc ça pourrait éventuellement nous priver d'un match pour le titre universel ce soir-là. On ne sait pas encore trop ce que ça va donner, c'est intéressant à suivre. Mais c'est vrai que tu as raison que c'est le point faible, disons, de cette storyline. C'est vrai que Rollins est clairement le second rôle de tout ça. J'ai trouvé beaucoup plus d'intérêt à ce qui se passe entre le duo de méchants
que l'arrivée de Rollins, qui pour moi est face. Il n'y a pas de début de fin de turn. Pour moi, il s'attaque à des méchants, donc il est gentil. Mais c'est vrai que les autres on forme un duo avec, enfin les deux autres, Jericho et Owens, ont une telle alchimie entre eux dans leurs interactions mutuelles pendant leur promo ou quoi, que c'est vrai que le POV 7 derrière rame un peu pour exister. C'est le seul point, la seule faiblesse qu'on pourrait pointer d'un programme autrement fort plaisant. Oui, c'est ça. Effectivement, encore une belle performance de Y2J et Kevin Owens, mais effectivement pas trop facile pour Seth Rollins de tirer la couverture à lui. Il va falloir qu'il en fasse un petit peu plus s'il veut tirer son épingle du jeu. Alors on va enchaîner. Alors on a un petit clip sur le revenant de la soirée, le légendaire Goldberg. Le plus grand champion de la WCW. On a un petit clip qui nous montre son premier match à la WCW le 22 septembre 97. C'était contre Hugh Morris, Generation, alias Bill DeMott, l'ancien formateur de la NXT en fin de carrière, qui martyrisait Enzo Amore et qui a été viré de la WWE parce qu'apparemment c'était un psychopathe. On voit le gouverneur du Colorado qui se fait huer par le public. Et ensuite, on a l'interview de Charlotte par Lita, Hall of Famer, je crois, Lita, non, si je dis pas de bêtises. Oui. Ancienne championne de la division féminine. C'est une interview studio. Voilà, elle lui demande comment tu te prépares pour le match, Charlotte. Elle explique qu'elle n'a pas besoin de préparation. Quand on est Charlotte, on est la dominatrice du roster, donc c'est une formalité. Elle est très confiante, elle est la meilleure. Donc même si ça va se passer à Boston, dans la ville de Sasha Banks, à la ville natale de Sasha Banks, c'est pas ça qui va lui poser problème, parce que Charlotte, elle a pas besoin des fans. Elle est au-dessus de ça, elle a gagné 12 fois en PPV, en pay-per-view, elle est invaincue, rien ne l'arrêtera. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'interview de Charlotte. On va tout de suite enchaîner sur l'interview de Sasha Banks, comme ça on en aura terminé avec ça. Donc Sasha Banks, elle est motivée pour écrire l'histoire. Elle va être à 100% dans le match. On lui demande si elle a peur de rentrer dans le Hell in a Cell. Elle explique que la peur c'est pas une option. Voilà, elle est motivée pour faire l'histoire, elle est surmotivée. Est-ce que ça vous a plu, ces deux petites interviews croisées? Je vais donner à Raphaël la parole d'abord. Mais j'ai pas vraiment de ressenti. En fait, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas trouvé ça très transcendant. C'est vrai que ça donnait, je me suis même posé la question une seconde, ça donnait l'impression plutôt que Charlotte était dans le rôle de la championne et Sacha dans le rôle de la challenger. Moi, j'aurais peut-être accentué plus effectivement sur le côté Hell in a Cell que sur parce que sinon c'était très classique, hein, très basique. Chacune dit qu'elle est la meilleure et qu'elle va gagner et tout ça. Bon. Classicisme. Ouais. Kovac, un petit commentaire. Alors moi de mon côté j'ai été assez déçu de ces segments parce que comme l'a dit Raph, c'était assez basique en mode je suis plus forte que l'autre, c'est moi qui vais gagner. Mais c'est surtout que j'ai trouvé la prestation des deux femmes assez mauvaise. Charlotte, le discours qu'elle avait était cohérent avec sa gimmick, le côté overconfident as fuck, je vais gagner parce que je suis supérieur, blablabla. Mais dans la façon j'ai trouvé qu'elle le jouait très mal en tant qu'actrice. Et je l'ai trouvé pas du tout impliquée. J'avais plus l'impression qu'elle récitait son texte et qu'elle le balançait comme si elle lisait un prompteur ou je ne sais quoi. Mais je la trouvais pas assez à fond. Et donc du coup ça m'a un peu sorti du truc. Quant à Sacha, pareil, je l'ai trouvé pas assez concerné, et puis le discours étant tellement, comme disait Raph, tellement attendu, tellement bateau que c'était assez décevant de dire oui, je suis la championne, je suis motivé, je vais gagner mon titre, je respecte Charlotte, mais je vais quand même la battre. Voilà, c'est super. Mais c'est vrai que c'est dommage de pas avoir mis l'accent sur le fait que, bon sang, on a un match féminin qui sera non seulement à stipulation, ce qui est quand même extrêmement rare à la WWE, mais qui en plus sera d'un Hell in a Cell. C'est quand même un moment historique.
et tout ce qu'on a, c'est oh là là, je veux devenir ou rester championne. C'est assez décevant. Ouais, effectivement, je suis plutôt de ton avis. Hein. Il y avait rien d'emballant dans ces deux petites interviews. Et puis c'était très écrit, c'était pas très bien joué. Il n'y avait pas beaucoup de contenu. On sent qu'ils n'avaient pas grand chose à raconter. Ça sent le remplissage parce qu'ils ont 3 heures à faire. On peut se permettre des petits trucs comme ça quand on a 3 heures à combler. Et surtout, quand on a 3 heures à combler, on a besoin du Jobbers World, le monde des jobbers. Magnifique jingle. Alors, hein, t'as vu ça? C'est un jingle que tout le monde nous envie dans le milieu du podcast. Alors, cette semaine, dans le Jobbers World, on a Golden Truth et Mark Henry qui battent les Shining Stars et Titus O'Neil. Et heureusement qu'ils les ont battus parce que sinon ils auraient dû acheter des fausses Rolex aux Shining Stars. Ne m'en demandez pas plus. Donc c'est Mark Henry qui fait un World Strongest Slam sur Titus O'Neil. Ensuite on a à la surprise générale Bo Dallas qui bat Neville dans un match organisé par Curtis Axel. Curtis Axel que Bo Dallas va passer à tabac après le match. Et il n'a plus besoin de personne, Bo Dallas. Il est méchant. Autre surprise, Dana Brooke bat Bayley, essentiellement grâce au coin du ring et aux cordes. Elle l'envoie dans le coin du ring et puis après elle la fait tomber du haut des cordes. Bayley n'arrivera pas à se relever. On a également Braun Strowman qui détruit le Mile High Trio. Donc Mile High en référence à la ville de Denver. Si vous avez suivi le début de l'émission. Habile. Voilà, un trio de catcheurs locaux donc qui sont complètement détruits par Strowman, qui est de plus en plus à l'aise dans le ring. Et donc à la fin du match, comme d'habitude, il demande un peu plus de compétition. Et ce soir il en a trouvé puisque c'est Sami Zayn qui débarque, qui vient lui faire face. Braun Strowman il s'en débarrasse d'une pichenette. Il le pousse, l'autre il vole sur la table des commentateurs quasiment. Plus tard dans le vestiaire, il est interviewé par Charlie, je crois qu'elle s'appelle, la petite intervieweuse, Sami Zayn, et il explique qu'il s'attaque à Strowman parce que personne, à part lui, ne le fera. Donc il s'est dévoué. Et un peu plus tard dans l'émission, on a Karl Anderson qui perd contre Big Cass. Voilà, un petit mot peut-être sur ce qui s'est passé dans le Jobbers World. Commentaires peut-être sur Bo Dallas, sur Braun Strowman ou pas du tout? J'ai un petit mot moi sur un peu tout, ouais. Rapidement. Oui, très. C'est rapide. Oui, non mais très rapide. Comme ça fait très longtemps que je regarde pas les weekly, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé Raw. J'ai été très surpris de voir le retour de Primo et Pico sous le nom des Shining Stars. Apparemment ils ont une gimmick de voleur de montres. Je m'en fous complètement. Voilà, ça c'est dit. J'ai été très surpris aussi de voir Bo Dallas péter la gueule de Curtis Axel qui est son seul soutien non seulement dans le monde de la WWE mais je crois dans le monde tout court. Voilà, c'est juste ça qui m'a surpris. Ça et le fait que j'ai trouvé que Bo Dallas ressemblait à Sam Winchester quand il avait perdu son âme dans Supernatural, ça m'a troublé, donc voilà. Sinon, j'ai trouvé la fin du match entre Dana Brooke et Bayley assez abrupte. C'est sorti un peu de nulle part. Je m'attendais à 2-3 mouvements de plus, mais bon, bref. Pour ce qui est de Sami Zayn, pour Braun Strowman, j'ai pas vu son match contre le trio de Jobber sur la vidéo que j'avais. Donc pas d'avis. J'ai juste vu en fait l'interview de Sami Zayn qui dit il faut bien que quelqu'un s'y colle, donc je vais affronter Braun Strowman, mais j'ai même pas vu le Braun Strowman péter la gueule de Sami Zayn, donc du coup pas d'avis là-dessus. Et enfin le club perd comme d'habitude, ça me fait bien plaisir, voilà, tout simplement. D'accord. Écoute Raph, si t'as quelque chose à ajouter. Ouais, alors de petites précisions, a priori, d'après ce que j'ai compris, la fin du match entre Bayley et Dana Brooke, c'est Dana qui a botché. Elle était censée se mettre les 2 pieds sur la corde pour faire donc plus de poids et tricher, mais c'est raté. Donc ce qui aurait expliqué sa victoire quand même sur la future Top Woman.
Et D'accord. qu'est-ce qu'on a d'autre dans le Jobber World? Je trouve que t'as mis beaucoup de choses, ça pourrait se discuter, hein, notamment justement le match des filles. Mais après, sinon, ouais, pas grand chose de très intéressant. Je sais pas trop où est-ce qu'on va avec Bodalas, mais je sais encore moins où est-ce qu'on va avec Neville. Et Sami Zayn m'a foutu le cafard, moi, quand dans son interview fan match, là, j'avais l'impression, ouais, j'y vais parce que, y a personne d'autre, quoi. Donc, ça faisait un peu, on avait plutôt l'impression qu'il était en train de dire j'y vais parce que sinon, j'ai rien d'autre à faire. Donc, je sais pas trop ce que ça peut donner, lui, en feud contre Braun Strowman. Je vois pas trop d'issues profitables, ni à l'un ni à l'autre. Ouais, ça c'est à double tranchant, hein. Soit ils font un bon match, soit ils font de la merde. Et dans la mesure où on a annoncé la Wyatt Family, ça ne peut être que mauvais. C'est pas faux. Non mais il commence à se débrouiller, Braun Strowman tout doucement. Peut-être que Sami Zayn c'est le bon choix pour lui faire sortir un bon match. Et où est-ce qu'on va avec Bodalas? À mon avis, pas bien loin. Mais ça, les semaines prochaines nous le diront. Alors pour la suite, on est dans la division tag team, mais ce sera un match solo. Sheamus affronte Big E. Cesaro gâche l'entrée de Sheamus. Sheamus fait son truc lumineux là, comme il fait tout le temps. Mais Cesaro il se place devant avec son téléphone. Il est sur Facebook Live, donc voilà, il fait ses petites vidéos. Ensuite, le New Day débarque, donc il souligne les problèmes de cohésion entre le Suisse et l'Irlandais. Ils expliquent que c'est un peu comme si Hillary Clinton et Trump. Ils expliquent que Hillary Clinton et Trump feraient une meilleure équipe que Sheamus et Cesaro. Il nous rappelle que Sheamus est une ordure, alors j'ai toujours pas compris la blague là-dessus. Il lance un nouveau chant qui est Shame, Sheamus. Ouais. Et il nous rappelle qu'ils sont à 420 jours de raid. Donc on a un match qui est quand même très stiff entre Big E et Sheamus. Il y a un gros German suplex de Sheamus en début de match. Big E qui nous fera un splash au bord du ring là, comme il sait le faire sur Sheamus. Sheamus arrivera à placer une finlay à l'extérieur du ring juste avant la pub. Le match est très serré, hein. C'est du à toi à moi sur des prises très puissantes, pardon. Des belly to belly, des backbreakers, des powerbombs. Il y a même une powerbomb qui est placée à un moment donné. Sheamus arrive à placer le white noise. Mais pendant le match, Cesaro il va aller dans le public pour faire ses petites vidéos sur Facebook Live. Et Sheamus, à un moment donné, il prend l'avantage sur Big E, qui après lui avoir administré ses coups d'assommoir là, pris dans les cordes. Et du coup, comme Big E a assommé, il va en profiter pour aller chercher Cesaro dans le public. Il lui ordonne de remonter dans le ring pour regarder la fin du match. Juste quand il remonte dans le ring, il se fait cueillir par Big E. Et il perd le match, hein, tout simplement. Victoire de Big E. Défaite de Sheamus, toujours ces problèmes de cohésion entre les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit segment? Je donne la parole à Kovacs. Eh ben, Sheamus a pêché par orgueil, j'ai envie de dire. Il a voulu se la péter en disant vas-y, filme-moi, je suis trop fort. Et puis voilà, c'est l'hubris, c'est condamné, c'est dans toutes les œuvres de fiction, c'est normal. Mais plus sérieusement, j'ai trouvé le match très intéressant, très intense, très stiff, comme tu as dit. C'est vraiment parti dans tous les sens. C'est quand même l'avantage avec les New Day, c'est qu'ils ont beau faire les marioles et amuser tout le monde dans leur promo avant match. Une fois sur le ring, quand même, ils sont là et ils assurent bien ce qu'il faut. Et quand tu as des techniciens en plus en face aussi doués que peuvent l'être Sheamus et Cesaro, tu peux pas te planter là non plus. Donc c'était bien sympa. Curieux de voir comment l'équipe Cesaro-Sheamus va pouvoir fonctionner à l'avenir, parce que autant ça peut être marrant à voir, on en a parlé pour Jericho Owens tout à l'heure, autant ça peut être intéressant de voir un duo dysfonctionnel. Autant ça peut être vite embêtant, surtout vu qu'on parle des prochains prétendants pour la ceinture de champion par équipe. Donc il y a eu des champions par équipe dysfonctionnels qui ont bien marché. Il y a qu'à se rappeler de Kane et Daniel Bryan il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je serais pas plus mécontent si Sheamus et Cesaro pouvaient se rabibocher très vite pour vraiment faire une équipe extrêmement menaçante.
c'est pas faux, ça commence à tirer un petit peu en longueur, mais bon, la semaine prochaine, c'est annoncé qu'ils vont affronter ensemble le New Day. Mm. Donc ça devrait faire avancer l'intrigue. Je pense qu'ils vont se, ça doit peut-être le match où ils vont se rendre compte qu'il faut qu'ils s'entendent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Raphaël? Ouais, je soulignerai aussi un point comme Kovacs et comme tu as dit toi-même. Hein, bon, c'est un match au milieu d'une storyline et il y avait plein de choses autour du ring avec Cesaro qui filme et tout. Mais c'est vrai que Sheamus, hein, c'est quand même très bon sur le ring. C'est bien stiff, c'est toujours impressionnant et Biggie a du répondant. Donc Mm. ça peut faire à l'avenir une potentielle affiche dans un autre contexte qui serait pas dégueulasse. Ouais, moi je trouve ça assez rigolo, Cesaro et Sheamus. Quand il y a eu l'entrée de Sheamus avec Cesaro devant qui pique le spotlight, j'ai trouvé ça très rigolo parce que assez Ouais. inattendu puisque Sheamus arrive dans le noir. Mais sinon, ouais, les mecs, ils ont un ticket pour le titre. Le titre étant à 420 jours, ça devient un très très long règne, donc ça devient très très symbolique à briser. Là, dans la dynamique actuelle, je les vois pas forcément gagner, et pourtant, s'ils gagnent pas, je vois plus trop ce qui leur arriverait par la suite. Non, je pense qu'ils vont finir par être champions par équipe, comme la team Elno, et qu'on les verra. Mm. Je pense qu'on va les voir encore fanfaronner chacun de leur côté pour dire qui est le meilleur des deux, Mm. mais du Oui. coup, le New Day passe au second plan, encore une fois, un petit peu. Ouais, mais après, c'est clair que, pour aller dans ton sens, c'est clair que si Sheamus et Cesaro ne gagnent pas le titre, je vois pas vraiment l'intérêt de continuer à les faire fonctionner en tant qu'équipe, justement, par la suite. Mm. C'est ça. Donc, Mm, mm. mais bon, a priori, ils ont un one shot, donc s'ils perdent, ils peuvent pas trop réclamer Mm. de revanche dans la foulée, à moins qu'effectivement ils perdent sur un petit coup de vis des New Day comme ça arrive et que là ils se disent bon merde, allez, on veut Ouais, une deuxième chance et là on. ouais, il y aurait que ça, mais sinon, ils sont condamnés à gagner pour moi s'ils veulent continuer à évoluer en tant qu'équipe. Mhm. Ouais, mais est-ce que là on est dans 10 jours de Hell in a Cell, est-ce qu'on a une feud là qui mériterait de briser un règne de 430 jours? Ça, un peu Mm. bizarre, ouais, je trouve. C'est vrai. Mais sinon, Il faut pas oublier que c'est l'idée de Mick Foley aussi, hein, de les mettre ensemble et que, à mon avis, il va pas les laisser se défiler sur leur course vers le championnat tag team. Donc, quand bien même ils perdent la semaine prochaine, je pense que Foley leur mettra la pression pour qu'il demande une revanche et qu'il reste dans la course à la ceinture, parce que c'est un peu son petit projet à lui, quelque part, chez Massé Cesaro ensemble. Ça peut jouer, je pense. C'est une idée, ouais. c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ça fait plaisir de voir que si Tyler Breeze a disparu, sa gimmick de filmeur de match perdure via Cesaro maintenant. C'est ça. Ah, en tout cas, on a des bons athlètes là, hein. Ça fait des jolis matchs, hein, les uns entre les autres là. La semaine dernière, c'était déjà pas mal. C'était Cesaro contre Kofi Kingston, et là, cette semaine aussi, c'était plutôt une belle affiche, hein, de voir Biggie affronter Sheamus. Effectivement, un match qu'on aurait bien aimé voir aussi dans un autre contexte. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien cette histoire. Ça rehausse un peu la division tag team qui était bien triste, hein, depuis plusieurs mois, hein, quand même. Mm. Alors, vous avez peut-être quelque chose à ajouter encore? On avance? Non, Non, on a pas. non, On non. est bon? On peut y aller. Allez, on enchaîne et on fait un voyage dans le temps. On arrive le 6 juillet 98. Qu'est-ce qui se passe le 6 juillet 98? Eh bien, c'est Goldberg, encore lui, qui bat Hollywood Hulk Hogan pour le World Championship de la WCW. Donc on a la petite vidéo qui nous récapitule ce match et on se rend compte que cette victoire, elle se passe à Monday Nitro. C'est un exemple du merveilleux booking de la WCW. C'est-à-dire qu'on a une winning streak de 1 an, hein, de Goldberg qui se termine sur le championnat du monde, et ils le font à Nitro, pas en pay-per-view. Voilà, ça nous rappelle les belles heures de la WCW et de leur booking intelligent. Ensuite, on a un moment fort, Paul Heyman via satellite, qui nous fait une petite interview. Donc il nous explique que le challenge de la semaine dernière, hein, qu'il est venu porter au ring, c'est-à-dire que Brock Lesnar a lancé un défi à Goldberg. Voilà, si t'as des couilles Goldberg, hein, tu viens faire un dernier match contre moi. Mais donc Paul Heyman explique que tout ça c'était de la rhétorique.
Mais ce qui l'inquiète, c'est que apparemment Goldberg est annoncé ce soir, hein, et que si Goldberg se déplace, c'est qu'apparemment il veut dire oui. Surtout pour aller à Denver, Euh, quoi. c'est ça, en plus, à Denver, Colorado, quoi. Mais en fait, voilà, si Brock Lesnar, lui, s'est pas déplacé pour venir lancer le challenge, c'est parce que Goldberg, il en a rien à faire de Goldberg. Il est pas dans sa ligue, c'est fini, hein. Tout ça, c'était pour la promo du jeu vidéo. Mais par contre, si Goldberg, il accepte le challenge et qu'il vient dire oui comme ça dans le main event de Raw ce soir, ben là, ça risque d'énerver Brock Lesnar. Et quand Brock Lesnar est énervé, et ben il y a des gens qui se font casser les bras ou alors qui se font ouvrir le crâne, hein, en direct à la télévision, et puis ça choque tout le monde et puis ça fait des scandales. En couleur. Donc voilà, et, hein, il demande un peu à Goldberg de se raviser, n'accepte pas ce challenge Goldberg, tu vas mourir. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit segment, Raphaël? Oui, je commence. C'est assez classique des segments de Paul Heyman, hein, c'est assez bon, mais ça commence à se répéter. Brock Lesnar va te détruire, etc., etc. Donc pas spécialement d'opinion là-dessus. Ok. Oui, moi pareil, c'est vu, revu, re-revu. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, ils ont repassé un moment de la semaine précédente avec la promo de Paul Heyman qui annonçait à Goldberg que s'il acceptait, il allait se faire détruire, victimiser, humilier par Brock Lesnar. Et c'était au mot près ce qu'a dit Paul Heyman cette semaine également via satellite. Ce qui montre à quel point les storylines de Brock Lesnar et les promos de Paul Heyman sont les mêmes depuis un certain temps. C'est toujours la même chose. Il y a un mec qui veut défier Brock Lesnar. Paul Heyman va faire ah ben ça sert à rien, voyons, tu vas te faire manger parce que Brock Lesnar, attention, c'est une grosse brute et il mange des bébés et tout ça, attention. Et voilà. Et après, on a un match qui est super violent et voilà, fin du game. Et la plupart du temps, Brock Lesnar gagne parce que de toute façon, au prix où on le paye, on va pas le faire perdre. Donc, C'est ça. donc voilà, non, en plus, moi personnellement, comme je suis un gros noob du catch qui ne connaît que ce qu'il a vu depuis qu'il a commencé à regarder la WWE à la télé, c'est-à-dire en 2008. Donc autant vous dire que Goldberg, ça me parle pas du tout. Donc franchement, l'idée de voir un vieux se faire détruire par Brock Lesnar, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait l'autre. C'est ça, on s'inquiète quand même un peu pour la santé de Goldberg dans cette histoire. Mais c'est sûr que là, hein, c'est un peu du réchauffé, hein, cette interview par satellite. Alors je crois que Brock Lesnar est annoncé pour la semaine prochaine, hein, si je dis pas de bêtises. Mm. Si. Donc voilà, ça fera un peu avancer le schmilblick. Mais là, c'est sûr que quand on n'a pas Brock Lesnar qui vient, on est obligé d'avoir Paul Heyman. Et comme on l'a déjà eu la semaine dernière, effectivement, c'est un peu la redite, hein, au final. Mm. Du coup, on va passer à la suite. Yay! Et on va passer avec du neuf, puisque c'est Rousseff qui débarque, l'ancien champion US. Il débarque, mais il est annoncé par sa femme, Lana. Très, très en beauté, hein, ce soir-là. Délicieuse. Hein, on est d'accord. Rousseff arrive au ring. Il est toujours un petit peu énervé, hein, Rousseff. Donc il critique les Américains, leurs valeurs familiales, le public. Vos familles, elles sont médiocres. La meilleure famille. Alors il critique d'abord la famille de Roman Reigns aussi, hein. Il fait plein de blagues en disant que c'est des familles sauvages qui se cassent des noix de coco sur la tête, etc., etc., tout dans la finesse. Et donc ensuite, il décide en fait, Rousseff, de nous présenter sa famille via un diaporama de ses photos de famille. Alors on découvre Maman Rousseff qui était championne d'aviron, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est parce que c'est Scandale. tous des grands champions, hein, dans sa famille. Donc elle se fait huer, hein, évidemment. Rousseff n'est pas content, hein, ne huez pas ma maman quand même, ne huez pas maman Rousseff. Très belle femme, hein, maman Rousseff aussi. Alors il nous parle de son papa qui était soldat, qui était aussi champion de lutte. Il nous présente aussi, je crois, sa grand-mère. Son frère, qui est un cuistot renommé, un chef renommé plutôt,
Il nous présente aussi son chien, qui est un chien de concours dégueulasse. Donc voilà, c'est encore un truc passionnant. Et là-dessus, il y a Roman Reigns qui débarque. Parce que quand on se fait trop chier avec les photos de famille de Rousseff, il y a toujours Roman Reigns qui débarque. Et il explique qu'il a une grande famille, mais que sa famille à Roman Reigns, c'est le Roman Empire. Il explique que Rousseff ressemble pas forcément à son père, mais plutôt au chien. Là-dessus, il monte sur le ring, ça se toise d'un côté comme de l'autre. Lana, elle est énervée, elle lui met une claque. Et Rousseff, il en profite pour lui mettre un high kick dans la tête, juste derrière la baffe. Il n'a pas le temps d'esquiver, Roman Reigns. Il est sonné, et là Rousseff va le passer à tabac. Il l'attaque, il l'envoie dans les escaliers de fer. Roman Reigns essaye de se défendre, mais il est vaincu, on va dire, puisque Rousseff réussit à le placer dans la collade. Et donc, là, pour ce coup, c'est vraiment Rousseff qui ressort gagnant de ce petit segment. Ça vous a parlé, ce petit segment, Raph? T'en as pensé quelque chose? Ouais, c'est très bizarre, ce scénario du méchant, donc qui nous dévoile sa famille, donc qui a priori n'a rien à voir avec le milieu du catch. Ce sont des gens qu'on ne connaît même pas, mais qui sont de suite attribués heel, et alors faut les huer, faut les détester. Alors bon, au passage, il y a son père en photo de l'armée russe, donc forcément les Américains ça leur plaît pas trop, mais ou soviétique, je sais plus, enfin bref. Du coup, ouais, non, moi en tant que, je sais pas si c'est parce que je suis français ou quoi, mais j'ai pas trouvé ça du tout il en fait comme segment. Bon, il nous présente sa famille, c'est un peu boring, mais bon, même pas. Ça m'a même donné envie de me renseigner sur le resto du frère à Rousseff, voir ce qu'on y bouffe, si on devient comme Rousseff, ça peut être sympa. Non, mais moi je trouve toujours sympathique ce duo avec Lana. Je sais pas si je dois être un peu heel sur les bords, et j'ai assez apprécié le fait que Roman Reigns se fasse démonter de part en part quand même. Ça change un peu, et j'ajoute que moi j'aime bien la stipulation Hell in a Cell, et du coup j'ai un peu de mal avec le pay-per-view parce que souvent ça cale des matchs en Hell in a Cell parce que c'est la période de l'année, et j'aime bien quand la stipulation colle avec la violence de la feud. Et là je trouve que Rusev Roman Reigns, ce qu'on a eu sur le ring entre les deux et les interactions, ça colle beaucoup mieux à l'esprit Hell in a Cell que Rollins Owens en fait. Donc j'ai assez envie de les voir se mettre encore plus plein la gueule avec les escaliers, les chaises, et les tables et les grillages dans le Hell in a Cell. Donc je suis assez hypé pour ce match. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, c'est vrai que l'intensité de la détestation entre ces deux individus justifie pleinement le Hell in a Cell, et c'est vrai que c'est beaucoup plus justifié dans ce cas-là que dans le titre que dans le cas d'un champion de l'univers et d'un rival qui est assez transparent dans la fête, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais plus que ça, moi j'ai beaucoup aimé ce segment. Bon, je suis assez bon public en général, mais j'ai beaucoup ri en regardant la soirée diapo famille de Rousseff, avec toute la famille est champion de quelque chose. Même le chien est champion de concours canin. C'est tous ils sont formidables. J'ai adoré ce côté à fond dans le côté on est des champions. Ma mère elle est championne d'aviron, mon père il est champion dans l'armée, il est champion international de moustache, mon frère il est champion de restauration, mes cousins ils sont champions de foot, mon chien il est champion de chien. Enfin j'ai trouvé ce jusqu'au boutisme assez excellent. Le scandale, par contre, de ce segment, c'est pas du tout le fait que Rousseff ait dominé la baston contre Roman Reigns, parce que comme Raphaël, je suis très content que c'est été dans ce sens-là, parce que même si c'est Rousseff le heel, parce que c'est qu'un sale étranger, de même pas américain d'abord, les moqueries de Reigns c'était insupportable, et je préfère voir justement le Rousseff laver son honneur et péter la gueule à celui qui ose se foutre de sa gueule, plutôt que ce qu'on a vu quand Rousseff était champion des États-Unis et que Roman Reigns n'était que challenger. Non, le vrai scandale de ce segment, ou c'est peut-être un peu plus vieux que ça, mais comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Raw, c'est ce nouveau look de Rousseff. Qu'est-ce que c'est que cette barbe?
Ah, moi j'aime bien Mais, ce côté animal. Il a ça depuis la semaine dernière. mais C'est très Oui, c'est récent. on dirait un mec qui essaye de faire un cosplay de Wolverine, mais qui s'est complètement raté. C'est pas bien. C'est un peu ça. C'est C'est un peu ça, c'est pas bien. Faut effectivement. pas faire ça, monsieur. Vous avez une femme magnifique. Pourquoi vous voulez qu'elle reste avec un moche comme ça à côté? C'est pas bien de faire Bah ça. Faut avoir un peu justement, de respect. maintenant qu'il l'a marié, il est tranquille. Enfin, en tout cas, c'est Ah, bon. C'est oui, ça. c'est clair, mais Tant que bon, t'es marié, tu t'en fous, tu te laisses on sent aller. qu'il y a du relâchement dans les rangs. C'est pas bien. Moi, je suis pas content. Je préfère quand il avait son bouc normal. Non, là, c'est moche. C'est pas bien. Faut revenir avant. C'est un peu comme quand Dolph Ziggler a décidé d'arrêter d'être blond. Ça m'avait pas plu. Ben là, c'est pareil. Ça m'a fait Oui, le même choc. ça avait duré une semaine, hein, je crois. Voilà. Ben là, j'espère que ça fera pareil pour Moussef et qu'il va tout enlever ce truc moche très vite parce que c'est très moche. Surtout que ça doit demander plus d'entretien que le book qu'il avait avant, En, hein. en plus. Hmm. Mais bon, écoute, apparemment Lana elle a des goûts bizarres, alors peut-être que c'est elle qui lui a demandé de porter ce type de barbe, hein, je ne sais pas. Voilà, bon, moi j'ai Moi, pas je grand-chose l'ai de trouvé plus à très bien, ajouter ouais. Lana? J'ai trouvé très, même dans ses interventions, même à chaque fois pour glorifier un peu sa belle famille, tout Oui. en Oui, trash-talkant un oui. peu les Américains. Elle Ah oui, parlait quand elle parlait. Elle joue de très sa très bien belle-mère. son rôle et puis il y a une belle complémentarité, y compris justement au moment du combo gifle de Lana high kick de Rousseff, qui il fonctionne très bien en tant que couple, mais bon ça c'est normal, c'est un couple donc ouais non c'est Lana participe grandement à la mise en valeur de Rousseff et elle le fait très bien, c'est un excellent valet. Pas mieux. Et puis cette réalité qui se mêle à la fiction, Mm, ça fonctionne toujours très bien dans tout les à films, fait. ça généralement. Raph, Oui, bah, pas mieux. Tout à fait d'accord avec vous. pas mieux. Parfait. Et ben alors, on va enchaîner. On revient au légendaire Goldberg. Et on arrive cette fois-ci dans la remontée dans le temps au 31 mars 2003 quand Goldberg avait tout simplement placé un gros spear à The Rock pour son arrivée à la WWE. Le public était en feu. Ensuite, on passe à la division Cruiserweight. Et on est comme toujours avec les Cruiserweight dans le vestiaire. Donc on a Brian Kendrick qui est en train de motiver ses troupes parce que ce soir donc il y a un match à 6 Six-man tag team match. D'un côté Brian Kendrick, Drew Gulak et Tony Nese contre le champion cruiserweight TJ Perkins, Cedric Alexander et Rich Swann. Là-dessus, toujours dans les vestiaires, hein, TJ Perkins débarque. Il parle à Kendrick, il lui dit tiens qu'est-ce que tu es en train de faire là, t'es en train de s'essayer de monter Gulak et Tony Nese contre moi, qu'est-ce qui se passe les gars, il vous a promis un match de championnat, comment que ça se passe. Souvenez-vous que c'est la dernière vie de Brian Kendrick. Là-dessus, Brian Kendrick explique à TJ Perkins que à Monday Night Raw c'est pas comme dans le Cruiserweight classique, il n'y a pas d'amis. Mais là-dessus, il y a Rich Swann et Cedric Alexander qui débarquent. Ça discute un peu et donc TJ Perkins nous explique que effectivement, même s'il n'y a pas d'amis à Raw, lui il a quand même des potes et que ça va plutôt bien se passer. Alors avant qu'on passe au match en lui-même, on a encore une petite vidéo de Goldberg et on est cette fois-ci le 21 septembre 2003 et on a Goldberg face à Triple H, je crois bien pour la ceinture mondiale. Encore une victoire de Goldberg, pardon, hein, parce que c'est les vidéos sur Goldberg, hein, donc ils vont pas montrer celui où il perd contre Triple H, même s'il pourrait le faire, hein, connaissant Triple H. Moi j'ai cru que t'allais dire Mais encore une voilà. victoire de canard, mais ça n'a rien à voir. Non. On est loin. On revient au Cruiserweight pour le match à 6. Comme d'habitude, hein, c'est un match des Cruiserweight, donc ça saute dans tous les sens. En plus, c'est un match donc 3 contre 3, hein, donc ça n'arrête pas hein, pendant tout le match. Et donc, juste on va arriver tout de suite à la fin. C'est Rich Swann qui est pris dans
dans le crochet du capitaine. TJ Perkins va essayer de casser le tombé, mais il est retenu par, je sais plus, Tony Nice ou Drogulak, un des deux. Et Rich Swann est obligé d'abandonner. Donc voilà, une petite victoire de Kendrick au final. Vous avez bien aimé le traitement des cruiserweights cette semaine, Kovacs? Honnêtement, j'ai pas trouvé ça foufou. Bon, après, ça joue peut-être dans le fait que à part Kendrick et Perkins, je connais aucun de ces individus. Donc, ça a peut-être joué dans mon détachement. Mais c'est vrai que même le match en lui-même, bon, tu dis que c'est parti dans tous les sens. Ouais, bon, ok, ça a voltigé un peu plus qu'un match classique d'Euro. Mais je sais pas, moi pour le coup, par contre, j'avais trouvé que ça manquait un peu de vivacité justement et de rapidité. Il y a eu quelques figures sympas, mais ça m'a pas transporté plus que ça. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai moins d'attachement envers les combattants de la 5 Cruiserweight que je connais pas, plutôt que la véritable valeur du match, disons. Sinon, que dire, à part que je kiffe beaucoup Brian Kendrick. Alors, c'est très superficiel, mais il a vraiment un look de méchant anglais. Je le verrais bien dans un truc de KPDP à la Robin des Bois, tu vois, un truc comme ça. Enfin, il ferait un bon Sheridan Nottingham. Mais voilà, enfin, je trouve qu'il a bien la classe. Lui, pour le coup, tu vois, contrairement à Rousseff, il a un look qui me plaît beaucoup. Mais sinon, ouais, je dois avouer que j'ai pas retenu grand chose d'autre que ça, parce que tous ces noms-là, Drew Gulak, Tony Nese, Cedric Alexander, Rich Swann, c'est sûrement des gens très bien, hein, mais moi c'est la première fois que je les voyais, donc du coup, j'ai pas été emporté plus que ça. Il y a rien qui m'a permis de leur trouver un signe vraiment distinctif pour me dire ah voilà ça, c'est le futur en marche ou ça. Ils m'ont pas marqué plus que ça. Peut-être la veste de Drogulak, mais c'est tout. Mais je suis très sur l'apparence, j'ai l'impression depuis tout à l'heure. Mais bon, voilà. Oui, bah, voilà, c'est parce que tu les connais pas, Mhm. hein, que le match t'a pas marqué, parce que ça doit pas être parce que j'avais pas envie de m'emmerder à raconter le match en entier, hein. C'est sûrement c'est lié à ton attachement. Raph, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je suis d'accord avec Kovacs. Moi, ça fait plusieurs semaines que je les vois parce que je regarde Raw, mais j'ai pas suivi le tournoi. Et c'est un peu bancal cette division cruiserweight. Alors, il y a eu des semaines où on a eu 2 voire 3 matchs. Là, tout était regroupé en un seul match, c'est peut-être mieux, mais il a raison. Et qu'est-ce qui différencie ce match de tag team là d'un match tag team de Raw classique? Qu'est-ce qui justifie pour le moment l'existence d'une division entière cruiserweight? Ça reste correct parce que c'est des gens talentueux sur le ring, mais moyen en termes de charisme, de personnalité, de storyline. Et par contre, ben oui, totalement d'accord aussi. La grosse plus-value de cette division, pour moi, c'est Brian Kendrick, hein. Je le redis, mais je l'aimais déjà beaucoup la dernière fois que je l'avais vu, donc en 2008-2009, quand il était The Brian Kendrick avec Ah oui. Ezekiel Jackson. Il était sympa aussi dans un autre style de gueule de petit merdeux. Et là, ouais, il a gagné en hargne, il est revanchard. Mm. Il est bon, ouais. Et moi, je continue à militer pour qu'il la gagne cette ceinture, parce que Ah TJ Perkins. mais je seconde cette motion, comme on dit. Qui voulait déjà enterrer le pauvre TJ Perkins. Oh, il est tellement beau, Non, c'est pas gentil pas ça. l'enterrer. Et puis, je trouve que les gentils sont, pour avoir vu un peu plus de matchs, je trouve qu'ils commencent à prendre un peu de corps, là, les Swan, les Alexander et puis Perkins. Moi, je l'aime bien, son entrée et tout, Mm. mais je trouve qu'il serait mieux, justement, dans les rôles du challenger ou du celui que, parce que là, on la fout pas trop, moyennement, quoi, le soutien, je trouve. Mhm. Ouais, puis il y a toujours un peu le placement dans la carte qui est pas optimum, hein. C'était Ouais. un peu en fin de show. Comme il se passe pas grand chose et que le match, bon, match six man tag team, bon, ils peuvent briller un petit peu, mais c'est pas là qu'ils vont voir sortir des vraiment gros matchs pour se mettre en valeur. Euh, bon, après, c'était marrant parce que je retrouvais le roster de la Evolve, encore une fois. Alors, il y a quelques mois, je les voyais dans des salles miteuses, là, dans des enregistrements un peu pourris de la Evolve.
Là, c'est marrant de les voir comme ça devant le grand public. Maintenant, il faut que voilà, il faut qu'ils travaillent un petit peu plus le cruiserweight parce qu'on voit bien, par exemple, pour quelqu'un qui a pas vu les weekly depuis un moment, ça te parle pas plus que ça. Donc c'est bien qu'il y a quand même un petit problème de mise en avant de cette division, hein. Ouais, mais c'est dommage, à mon sens. Enfin, ils ont l'opportunité là. Ils devraient vraiment faire un un Survivor Series Elimination match entre tous les mecs. Un vrai match estampillé cruiserweight quoi. Ils sont pleins à avoir signé, donc il y a moyen d'en faire 5 contre 5. Peut-être ils feront ça en pré-show, mais a priori c'est pas du tout parti pour, puisqu'on a déjà 3 matchs à ce stipu. Et ça aurait été l'occasion de montrer un peu ce qu'ils font de différent, je trouve. Ouais. C'est vrai que ce serait super ça, un petit match à élimination avec les cruiserweight. Ouais, bah voilà, croisons les doigts pour qu'ils t'entendent. Allez, on enchaîne. On a encore un petit segment entre Mick Foley et Stephanie McMahon. Donc Steph la bipolaire qui est gentille cette fois-ci, elle fait des compliments à Mick Foley. Et on nous annonce que il y aura un main event à Raw la semaine prochaine qui sera donc un triple threat entre Y2J, Seth Rollins et Kevin Owens parce que tout simplement comme ils n'ont pas pu le faire à Hell in a Cell, ils le feront la semaine prochaine à Monday Night Raw pour le Go Home Show. Voilà, ils espèrent qu'il y aura un déclic entre Y2J et Kevin Owens. Pour qu'ils se réunissent tous les deux et qu'ils puissent enfin mettre la misère à Seth Rollins. Vous voulez dire quelque chose sur ce petit segment-là ou... Très vite. Moi, c'est juste que je pense que l'organisation de ce match triple menace entre Rollins, Jericho, Owens dès la semaine prochaine. J'espère que du coup, ça évitera de faire un match pour le titre en triple threat entre ces trois-là justement dans un avenir proche. Ça permet de faire, voilà, on vous a donné cette affiche-là, c'est fait, et maintenant on va se concentrer vraiment sur autre chose pour mettre en valeur les matchs pour le titre universel. Donc je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est une bonne affiche, ça fait plaisir. Et en même temps, j'espère que ça va justement évacuer cette possibilité scénaristique pour d'éventuels matchs pour le titre à venir. Ok. Raph, quelque chose à ajouter? Non, rien de spécial. C'est une affiche de Go Home Show, donc effectivement, s'ils sont pas trop cons, les deux Canadiens, ils vont se mettre à deux pour tabasser Rollins, mais on imagine bien que l'orgueil de Jericho ou autre va semer un peu de discorde, donc à voir. C'est ça. On verra ça la semaine prochaine. Allez, on enchaîne sur le gros morceau de la soirée. C'est pour ça que ce soir, c'est un Monday Night Raw historique. Il est de retour, Bill Goldberg, le plus grand champion de la WCW. C'est Michael Cole qui est dans le ring et qui revient donc rapidement sur l'interview qui a eu à ESPN où Bill Goldberg avait dit qu'il ne devait pas de revanche à Brock Lesnar. On nous repasse la réponse de Paul Heyman de la semaine dernière. Donc quand même le défi lancé par Brock Lesnar à Goldberg. Et donc il y a encore une petite promotion pour le jeu vidéo où on fait un petit match virtuel entre Goldberg et Lesnar. Là-dessus, Goldberg finit par débarquer. Alors, on a le droit à son entrée légendaire où il traverse tout le corridor pour arriver au ring. Bon là c'est un peu la déception parce que il y a ces feux d'artifice et puis c'est un peu un vieux monsieur qui fait du kung-fu là, 2-3 mouvements de kung-fu qui sort des feux d'artifice dans son costume de motard. Donc la foule est en furie, donc ça crie Goldberg, welcome back, voilà des trucs. Tout le monde est gentil. Bill Goldberg fait des bisous aux enfants. Là-dessus, il nous explique que il est très content d'être revenu, que ça fait des années, qu'on l'a pas oublié. Voilà, il explique un peu alors le déroulé de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on l'a embauché pour faire la promotion du jeu vidéo. Donc quand il a fait son interview à ESPN, ça a entraîné un petit drame à la WWE, c'est-à-dire que Brock Lesnar s'est senti bafoué. Alors lui, il voulait laisser ça de côté,
Mais comme Brock Lesnar, il a ouvert sa gueule, hein, il est venu, il a lancé le défi. Tout doucement, Goldberg, il s'est dit que peut-être que, malgré qu'il ait pris sa retraite, peut-être qu'en lui, il lui reste un dernier spear. Peut-être qu'il lui reste aussi en lui un dernier jackhammer dévastateur. Alors tant qu'à faire, s'il lui reste un spear et un jackhammer, peut-être qu'il lui reste un dernier bottage de cul, hein, en réserve. Et peut-être bien que c'est Brock Lesnar qui va se faire botter le cul. Et donc, écoute, voilà ce qui se passe. Brock Lesnar, t'es le prochain. Non seulement t'es le prochain, mais t'es le dernier. You're the next, you're the last. Donc voilà, Bill Goldberg accepte le défi. Et après, il va embrasser les enfants, encore une fois. Voilà, il y a son fils qui est au bord du ring, sa femme, il fait monter son fils sur le ring. D'abord, il va chercher un enfant, il soulève un enfant au-dessus de sa tête, tout ça, il le porte sur ses épaules. Mais après, il se rend compte que c'est pas son fils, alors il le repose et puis il va chercher son propre fils, qui a pas l'air bien éveillé. Voilà, donc il le montre à la foule, il le ramène. Après, le petit gosse se sauve et retourne chez sa mère. Et puis, Bill Goldberg continue à faire des bisous à tout le monde. Voilà, donc un moment historique. Alors bon, alors apparemment, donc vous connaissez pas bien Bill Goldberg, mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce main event au final pour vous, comment est-ce que ça vous parle? On va commencer par Raphaël et puis on terminera par notre invité spécial guest star Kovacs. Bien, tout à fait. Moi, je suis comme Kovacs, hein. Le catch, c'est 2008, donc j'ai pas trop fait les archives. Et effectivement, Goldberg, comme Lesnar était pour moi il y a 4 ans, hein, c'est-à-dire un nom qui revient régulièrement parmi les costauds légendaires, mais sans l'avoir jamais vu. Euh, ben, ouais, pour moi, j'ai vu un monsieur quand même qui faisait assez âgé, mais je l'ai trouvé vraiment émouvant parce que sincère, je pense, dans ses réactions. Il avait la larme à l'œil, il était vraiment très content d'être là, visiblement après tant d'absence, hein. Puis j'imagine que ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir une si grande foule qui scande ton nom, hein, même si t'es habitué, même si c'est ton job, quand ça fait 10 ans que t'es pas revenu. Donc il avait l'air sincère et émouvant. Après, le match en lui-même me paraît pas une affiche très intéressante. En revanche, j'ai toujours entendu énormément de mal de leur précédent affrontement lors de WrestleMania, hein, puisque c'est le pire match de tous les temps, paraît-il. Et dans les clips, en mettant les meilleurs moments, la WWE a réussi à me donner l'impression que c'était un match spectaculaire. Donc ils sont pas mauvais pour leur montage, mais ouais, voilà. Donc You're Next, You're the Last. Donc c'est son dernier barreau d'honneur. Je suis curieux de voir ça, même si je suis pas sûr qu'il y aura un grand match à la clé. Peut-être un peu déçu qu'il annonce pas quand, puisque c'était d'après Paul Heyman, c'était anytime, anyplace. Donc il aurait pu fixer un moment, mais bon, peut-être dans un second temps. On imagine que ça sera au Survivor Series, mais c'est pas clair, ça aurait pu l'être déjà. Ouais, c'est pas sûr ça, hein. On verra bien, à mon avis, c'est encore peut-être en négociation parce que je pense qu'il faut quand même une remise en forme pour Goldberg, hein. Je suis pas sûr qu'il soit apte de suite à monter dans le ring. Ouais, donc effectivement, un Goldberg un peu âgé. Alors pour ce qui est du match Lesnar-Goldberg de l'époque, le match est pas bon, mais c'est pas le pire match de tous les temps, hein. C'est simplement qu'on s'attendait à beaucoup mieux sur l'affiche et que c'était un peu mou du genou parce que les deux quittaient la fédération et Ouais. il n'y en avait aucun des deux qui avait envie de se blesser, quoi. Donc ils ont fait vraiment le strict minimum. Mais bon, c'est quand même deux Golgoth qui effectivement ont des prises quand même sacrément impressionnantes. Donc c'est juste que voilà, ils ont pas sorti le grand jeu le soir-là, quoi. C'était fin de carrière, Ouais. quoi, pour les deux. Ils sont fait copieusement huer par la foule aussi. Il y avait une ambiance qui était pas bonne, hein. C'est-à-dire que Oui, j'avais vu. comme on savait qu'ils partaient, les gens étaient haineux dans le public. Là, du coup, on sait qu'il part Voilà, aussi, mais ça sera différent. c'est ça. Ouais, et puis par contre, là, effectivement, ça risque peut-être d'être un match assez moche, hein. Kovacs, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais pas grand chose de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que voilà, que Raphaël avait raison, hein, quand on voit la réaction de Goldberg. J'ai beaucoup aimé son entrée quand il traverse toutes les coulisses avec avoir tous les catcheurs de Raw qui étaient présents ce soir-là, l'accompagner en lui faisant des petits signes, ouais, salut, on est avec toi, machin. C'était très beau. Comme Rafa, je trouve que la Goldberg semblait vraiment sincère et c'était très émouvant
tout ce que vous voulez, ok, très bien. Mais moi, j'ai pas envie de voir une personne âgée se faire descendre par Lesnar en pay-per-view, que ce soit à Hell in a Cell ou Survivor Series ou jamais. C'est le problème avec le statut de Lesnar, c'est-à-dire qu'on le voit tellement peu souvent. Si en plus le peu qu'on le voit, c'est pour des matchs contre d'autres légendes qui viennent juste pour faire coucou ou pour le côté historique de la chose, ok. Mais bon voilà quoi, c'est triste, d'autant que bon voilà, c'est Goldberg, il a 47 ans. Je sais plus quel âge exactement Lesnar, mais bon il est plus jeune. Mais voilà, c'est quel intérêt pour Lesnar qui a ouvert le crâne de Randy Orton, qui a détruit la streak de l'Undertaker à WrestleMania, qui a explosé tout le monde à la WWE. Quel intérêt pour lui de gagner un match contre Goldberg en 2016? Voilà, ça fait certainement plaisir, ça fera certainement plaisir à ceux qui ont connu Goldberg à l'époque. Ça fera certainement plaisir à ceux qui avaient envie de voir une revanche entre Lesnar et Goldberg par rapport à l'histoire qu'ils ont tous les deux. Mais honnêtement, c'est beaucoup trop tard maintenant. Voir ça en 2016, franchement, à part les nostalgiques qui ont connu cette époque-là et qui auront cette vision, disons, pardon, cette vision nostalgique du match qui permettra sans doute d'avoir plus d'indulgence devant le match que moi, qui n'ai aucun attachement particulier à Goldberg puisque je ne l'ai pas connu, qui aime déjà pas trop Lesnar en temps normal. Donc là, voilà, cette affiche, moi, ne me plaît pas du tout et franchement, moi, ça me séduit pas du tout et voilà quoi, je suis assez déçu par tout ça et je me dis je le disais en plaisantant tout à l'heure, mais c'était vraiment qu'une blague à moitié. C'est au prix où on paye Lesnar pour ses apparitions, le faire venir pour péter la gueule à un vieux, franchement je vois pas l'intérêt. Oui, Oui, bref. Oui, on peut positiver en se disant qu'on peut être agréablement surpris. Après tout, l'été dernier, il y avait eu à SummerSlam et à Hell in a Cell 2 matchs de Lesnar contre l'Undertaker, qui est à mon avis plus vieux et peut-être en moins bonne forme physique que Goldberg, et c'était pas si mal. Mais bon, c'est pas du tout le niveau de Goldberg, c'est sûr. Voilà, Sûr que le principe que... pas très attirant. Oui, et puis d'autant que bon, l'Undertaker est dans l'état que l'on sait, mais en termes d'aura, c'est quand même bon. Après, c'est peut-être ma méconnaissance de l'histoire qui joue, mais bon, il y a quand même plusieurs étages de différence en termes d'aura entre l'Undertaker et Goldberg. Donc du coup, l'Undertaker, même sur la fin, même si sur les 2 derniers matchs qu'il a fait à Mania, par exemple, il m'a beaucoup fait de la peine parce que je me suis dit, c'est trop, faut qu'il arrête. Bon, il y avait quand même un petit quelque chose qui faisait que. Mais là, franchement, j'ai jamais entendu parler Goldberg ait été un incroyable technicien ou quoi qu'est-ce. Et vu son âge actuel, je me dis, comme tu dis, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais honnêtement, voilà, si on en est à se dire, si ça se trouve, ce sera pas si mal. Je trouve que c'est cher payé pour ce sera peut-être pas si mal. Oui. Bah, on est sur une affiche qui est là pour faire du pognon, au final. C'est bête à dire, mais voilà, Goldberg c'était le plus grand champion de la WCW, c'était quand même une superstar, méga star. Lesnar, il a toujours cette aura aussi de star carrément supérieure au reste du roster. Et là, on retrouve un peu toujours ce problème à la WWE actuelle, c'est-à-dire qu'ils ont toujours pas trouvé leur méga superstar pour faire un peu bouger les news au niveau mainstream, pour attirer du buzz, etc. Donc, ils ont plus pas 36 solutions, ils sont obligés de faire revenir des mecs, les superstars du passé. Et là, ils ont réussi à avoir Goldberg. C'est sûr qu'on m'aurait dit que Goldberg allait revenir, ça j'aurais jamais trop cru, mais c'est sûr que voilà, pour des fans de catch lambda comme on est nous, ça va pas nous emballer des masses. Maintenant, ça va créer du buzz et ça va vendre des places. Les gens ils vont quand même vouloir le voir, ce match. Maintenant, je suis bien curieux de savoir comment ils vont s'en sortir parce que déjà, Lesnar, il faut le scénariser pas mal, mais en même temps, il veut pas faire grand chose à part faire des German suplex et puis faire des coups au sol
comment on appelle ça là, un takedown. Oui, voilà. Euh, donc là-dessus, Goldberg, s'ils le font revenir, je pense pas non plus qu'il va jobber au point de se faire laminer dans une mare de sang comme a pu le faire Randy Orton. Alors je suis curieux de voir comment ils vont traiter ça. Je trouve ça intelligent ce qu'ils ont fait de transformer Goldberg en super gentil qui font des bisous parce que du coup, enfin qui fait des bisous parce que c'est l'antithèse de Lesnar Mm. au final. Et donc dans la construction de la rivalité, je pense qu'ils vont jouer là-dessus, le monstre, toujours le monstre Lesnar sanguinaire, et de l'autre côté le super-héros, comme il dit, Goldberg, j'ai envie de jouer le super-héros, bah là il est carrément dans le côté, on dirait Saint-Nicolas, quoi, hein. Il vient, il fait des câlins aux enfants, même John Cena se permet pas des trucs comme ça. Ouais, c'est On sûr. dirait Bayley, quoi, c'est un mix entre Hulk Hogan et Bayley. Ouais, mais du coup, ça fait un peu comme C'est si, surprenant. du coup, ça fait un peu comme si tu faisais un duel entre Terminator et Papy Brossard, quoi. C'est un peu déséquilibré, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors va falloir qu'il sorte un peu les muscles, hein, Goldberg. Mm. Il a essayé d'enlever sa veste à un moment donné, mais il a pas trop osé parce que je pense que ça doit pas être terrible à voir ce qu'il y a en dessous comparé au physique qu'il avait avant. Même si Lesnar aussi l'a perdu par rapport au physique qu'il avait avant, il reste quand même super impressionnant. Je suis pas sûr que ce soit le cas de Goldberg à l'heure actuelle. On verra. Donc va falloir, ça va demander une construction quand même assez chiadée pour qu'on reste vraiment hypé par le truc. Va falloir maquiller certaines choses. Maintenant, moi j'étais vraiment de mauvaise humeur la semaine dernière avec l'annonce de ce match-là. Ce qu'ils ont fait ce soir, je trouve que c'était plutôt bien joué. Et puis surtout Goldberg, alors je sais pas si c'est un super acteur, mais on sentait qu'il était vraiment touché par le truc, alors que c'est quand même assez connu que lui il a fait du catch, c'était pas vraiment sa passion, hein, c'était ça parce qu'il avait le physique pour, et puis voilà, il voulait être une vedette. Il a quitté la WWE, voilà, sans trop de remords, hein, c'était pas vraiment sa fibre, une fibre catcheur pour lui qui dirigeait sa vie. Mais là, il avait l'air vraiment de prendre un coup en arrivant sur le ring, là, d'émotion. Alors, soit c'est un très bon acteur, soit peut-être qu'il n'avait pas calculé que ça lui fait cet effet-là de revenir au milieu du ring, là, devant les gens. Mais c'est bizarre d'être du coup plutôt ému par ce segment-là. Moi, j'ai une petite question. Mhm. Il a fait quoi ces 12 dernières années, du coup? Est-ce qu'on sait, il a fait du cinéma, il a fait autre chose? Ouais, il a fait un peu de cinéma, je crois qu'il présentait des émissions télé aussi. D'accord. Voilà, mais Je sais rien de pas. bien méchant. Bon, pareil qu'il reste en forme. Je suis parti de je sais plus quel art martial qui lui permet de rester en forme, mais il n'a pas été catché dans d'autres fédérations ou quoi que ce soit, hein. Mhm. Il s'est arrêté quoi. Euh, voilà, mais bon, le public était là. Puis alors, le public a lancé des yes chants. Il a dû se poser des questions, Goldberg, de voir les gens Mhm. crier yes, 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 parce que ça n'a rien à voir avec lui. C'est le truc de Daniel Bryan. Daniel Bryan qui sera peut-être la dernière légende là, de ces 10 dernières années. Euh, Sûrement lui qui aurait pu devenir vraiment la top méga star, peut-être, Daniel Bryan. Et ouais. Une petite larme. Euh, voilà ce qu'il en est de ce Monday Night Raw. De je sais plus quelle date. 17 octobre. Voilà, 17 octobre, voilà, merci bien. Est-ce que vous avez quelque chose encore à ajouter avant qu'on passe à autre chose? Eh bien, je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu Raw, mais ça m'a semblé moins long que ce que je craignais. Donc du coup, j'ai quand même passé un bon moment devant cet épisode. Ok. Bah justement, tiens, on va passer au mot de la fin. Donc il faut donner son top, son flop, une note. Bah c'est parti pour Raphaël, ton top, ton flop, ta note. Ah merde, c'est moi qui commence, du coup, j'étais pas trop préparé. Ah désolé. Non, non, mon flop, rien de trop grave. Il y a pas mal de choses qui m'ont déplu, mais je vais mettre un coup de gueule sur cette a priori nouvelle gimmick de vendeur de montres des Shining Stars. Je trouve ça tellement ridicule et raciste que c'est pas parce que c'est des low carders qu'il faut leur faire n'importe quoi. Enfin, tout ça est très nul, je trouve, autour d'eux. Bon, puis Titus O'Neil aussi. Bon, on voit plus Darren Young, je sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il est blessé ou est-ce qu'on s'est rendu compte que c'était nul, mais ouais, bon, coup de gueule Oui, sur on va coup de pas gueule. trop s'en plaindre. Ouais, non, on s'en plaint pas, mais
Ouais, coup de gueule sur cette gimmick pourrie et cette histoire de montre pas très drôle. Je préférais le Golden Truth quand il cherchait Pokémon Go à la limite, mais là c'était pas terrible. Et alors je vous ai pas écouté sur les derniers catch-up, donc puisque j'étais en vacances, j'ai cru comprendre que vous appeliez Stephanie McMahon la bipolaire. Moi je lui mettrais plutôt mon coup de cœur parce que je trouve son personnage vraiment intéressant parce qu'elle est clairement heel, mais tout en étant très mielleuse et en prenant beaucoup de gains avec Mick Foley parce qu'elle sait que c'est grâce à lui qu'elle a le soutien quand même de la foule et qu'il y est pour beaucoup dans la popularité de Raw, mais tout en ayant du mal à cadrer ce personnage assez fantasque. Donc effectivement, elle passe un peu avec lui des engueulades à la réconciliation. Elle le soutient quand même souvent quand il est engueulé par Owens ou Jericho. Elle arrive à le manipuler un peu comme elle a fait ce soir pour vouloir le match qu'elle voulait en lui brossant un peu dans le sens du poil. Donc je sais pas si vous aviez eu quelque chose contre Stéphanie, mais je trouve son personnage très finement fait pour être un heel qui n'est pas tout le temps juste en train d'insulter les gentils. Donc j'adhère et je lui mets donc mon petit top du soir. Et ouais voilà. Et la note, je trouve que c'est globalement un bon épisode, donc 3,5 sur 5. Ok. Pour ce qui est de la bipolaire, ça vient de notre fidèle auditeur Bad Karma 76, j'espère que j'ai le chiffre juste, qui nous mentionnait effectivement qu'il avait l'explication, hein, parce qu'on se posait des questions sur le comportement de Stephanie McMahon, et effectivement, peut-être bien qu'elle est bipolaire. Mais en tout cas, toi, une fille bipolaire, ça a l'air de te plaire, Raphaël, donc c'est pas plus mal. Voilà, hein, alors un petit coucou à Bad Karma 76 et à Didi, nos fidèles auditeurs. 3,5, c'est ça que tu as dit, 3,5. Oui, c'est ça. Parfait. Kovacs, un top, un flop et une dot. Alors pour moi le top ce sera sans conteste Jericho Owens qui forme un duo formidable et que je veux voir plus souvent discuter, insulter les gens, les traiter de stupid idiots. C'est vraiment la bromance of a lifetime, c'est formidable. J'adore ce duo, ils sont géniaux. Voilà. Pour ce qui est du flop, je reviendrai surtout sur les interviews de Lita envers les participantes du match de championnat féminin à Hell in a Cell. Comme je l'ai dit, entre Charlotte qui n'était pas du tout dans le truc et qui annonnait son texte comme c'est pas permis, Sasha Banks qui a été fade au possible, et surtout le fait qu'on mette pas assez l'accent sur mince, les filles vont combattre dans un Hell in a Cell et tout le monde a l'air de s'en foutre. Donc oui, j'allais rajouter, c'est vrai que Lita sert à rien aussi. Autant qu'à la faire venir, elle pourrait insister un peu plus sur le rôle des filles que si ça avait été Felipe machin ou Baron Saxton qui les interviewait. C'est vrai, Jojo aurait posé les questions, ça aurait été pareil, alors qu'il y avait quand même moyen de jouer, notamment avec Charlotte qui était sur le registre de je suis génétiquement supérieur. Elle aurait très bien pu dire je suis une plus grande catcheuse que tu ne l'auras jamais été dans ta carrière de soi-disant légende. Ah 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 ah. Mais non, même ça n'a pas été utilisé. Mais c'est incroyable. Ils font des choses totalement inédites pour les femmes et ils ne s'en servent quasiment pas. C'est très dommage. Et enfin, pour ce qui est du show en lui-même, je vais lui mettre 3 sur 5. Voilà. Okay. C'était sympa, c'était mieux que ce que je craignais. Mais après, ça n'a pas été... J'ai pas fait waouh du début à la fin, donc voilà, 3 sur 5, c'est bien. C'est ce que je mettais aux filles tout le temps quand on notait les matchs de pay-per-view à l'époque de Giscal. Donc voilà, soyez contents. Okay. Et alors, question subsidiaire, est-ce que tu regarderas la semaine prochaine ? Alors oui, notamment pour continuer à voir Jericho Owens et puis pour le triple threat qui m'a bien hypé. Et oui, parce que tu sais ce qui se passe, Kovacs, si tu ne regardes pas Jericho. Quoi donc ? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne regardes pas Chris Jericho ? Je ne sais pas. Dites-moi, vous me faites peur. Tu seras dans la liste. Oh mon Dieu, non, pas la liste. You're gonna get it. Non, ça aussi c'est formidable, cette liste de Jericho c'est formidable, en plus il a un classeur exprès avec un très beau titre dessus, très bien écrit, c'est formidable.
Ouais, toutes les semaines dans le top, quasiment, Chris Jericho. Bon, alors moi, rapidement, pour les flops, je vais suivre Kovacs. Effectivement, les interviews croisées des filles, c'était ennuyeux au possible, sans intérêt. Mon top, ce sera le main event avec ce Goldberg surprenant d'émotion. Ah, tu as pleuré. J'ai pleuré, non, ça m'a pris à contre-pied. J'aime bien quand je suis surpris comme ça par la WWE. Et puis la note, par contre, je vais être un peu plus dur que vous parce que moi, du coup, comme j'ai regardé quand même un peu tous les héros depuis quelques mois, il y a quand même pas mal de redites au niveau des matchs. J'ai un peu eu du mal à aller au bout. Au niveau des filles, c'était pas bien. Les cruiserweights, ils étaient mal placés. Je vais mettre 2,75 avec quand même une bonne augmentation de la note grâce au main event, hein, le côté un peu historique du truc, et puis toute cette émotion qui s'en dégageait. Voilà, alors là on a fini avec Raw, hein, parce que c'est le mot de la fin, et on va terminer avec le Survivor Series Challenge, puisque un défi a été lancé par l'équipe de Catch-Up, le supplément, l'équipe bleue. C'est-à-dire qu'ils ont fait le listing des matchs à élimination qu'on aura à Survivor Series au niveau du roster de SmackDown, hein, que ce soit en solo, en tag team ou pour les filles. Donc c'est à nous de donner notre version des faits en donnant les équipes qui seront représentatives de Monday Night Raw à ce Survivor Series, hein, qui vous proposera donc l'affrontement entre SmackDown Live et Monday Night Raw. Alors, nous, dans les matchs solo, on a mis l'équipe Jericho, hein, Chris Jericho et Kevin Owens. On met le champion de l'univers dedans. En espérant que... Oui, si Stéphanie est pas si bipolaire que ça, elle l'a quand même plus ou moins teasé. Voilà, c'est ça. Eux, ils ont de la chance, ils n'ont pas un général manager bipolaire à SmackDown. Non, mais il fait gaffe. Pour le fun, on met Seth Rollins, hein, comme ça il s'engueule avec Chris Jericho, Kevin Owens et compagnie. Comme on a quand même expliqué qu'il fallait les top guys dans l'histoire, on met Roman Reigns et on met son ennemi juré Rusev parce que c'est les deux plus balèzes du roster. Avec ça, normalement, on gagne. Hein, oui. C'est-à-dire que même s'il y a AJ Styles dans l'équipe adverse, elle pourra pas gagner. Pour ce qui est des tag teams, alors on met les champions, le New Day. Mais du coup, qui ne compte, ils vont être que deux, j'imagine, à catcher comme d'habitude. C'est ça, ils vont être que deux et ils décideront de qui sera dans l'équipe. Biggie et Kofi. Biggie et Kofi comme d'hab, j'imagine. Hein. Voilà, exactement, parce que sinon qui c'est qui jouerait du trombone? Voilà. Bah s'il joue toujours à la courte, on sait qu'il y a la plus courte, quoi, tout le temps. C'est ça, exactement. Voilà, à moins qu'il y ait un blessé entre temps, hein, on sait jamais. On met le club, hein, parce que même s'ils perdent tout le temps, ils sont quand même là. Hein, c'est assez classe le club quand même, à l'international. On met la nouvelle équipe dysfonctionnelle, Sheamus et Cesaro, histoire qu'on rigole un peu. Et est-ce que j'ai dit qu'on mettait soft? Je l'ai pas dit. Non, pas encore, mais tu viens de le faire. Enzo Amore, voilà, Enzo Amore et Big Cass, hein, je casse le suspense, ils seront là aussi. Et on rajoute les Shining Stars pour la blague, hein, parce qu'il y en a quand même qu'il faut qu'ils se fassent éliminer. Pour les femmes, pour le match women, voilà. On met la championne Sasha Banks parce qu'on veut aussi les top women, hein, on appelle ça comme ça, top girl. Du coup, on met Charlotte aussi, puisque c'est la plus balèze. On parie sur le retour d'Emma sous la forme d'Emalina. On met Bayley parce que c'est la plus cool. Et on met Nia Jax parce que c'est la plus balèze. Avec ça, c'est pareil, ils ont aucune chance de gagner à SmackDown. Hein. Ah, quand même, ils ont Becky Lynch en face. Si elle est de retour.
Ouais. Becky Lynch, elle va revenir et elle va tous les défoncer parce que Becky Lynch c'est la plus forte, c'est tout. Enough said. Ouais. Pas convaincu de ça. Hein. Mécréant, va. Mais elle va bien se défendre, mais bon, elle perdra. Mm. Voilà ce qu'il en est. Alors c'est susceptible de changer. Voilà, on verra ce qui se passe dans le futur par rapport à ce Survivor Series Challenge. Alors, avant qu'on se quitte, Kovac, je te propose de faire un petit peu la promotion de Feud of the Year. Oui. Rappelle-nous où on peut te retrouver, ce qu'il en est, ce que c'est, quoi qu'est-ce. Oui, alors Feud of the Year, s'il y en a encore quelques-uns, et je pense qu'ils sont nombreux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien c'est l'émission de pronostic que Major Tom Latrell et moi-même animons depuis 5 saisons maintenant, avant chaque pay-per-view de la WWE, grand concours de pronos, donc vous pouvez jouer si vous en avez envie, et tout ça peut se retrouver sur Dailymotion et aussi et surtout sur objectionk.wordpress.com, qui est mon blog donc où j'héberge tous les épisodes de Feud of the Year ainsi que d'autres articles sur séries, jeux vidéo, films, etc., etc. Mais voilà, Feud of the Year, on est là toutes les semaines de pay-per-view, au plus tard le jeudi, j'essaye. Et donc voilà, on est parti pour 3 quarts d'heure de débrief du pay-per-view précédent et nos pronostics avisés pour le pay-per-view à venir. Et donc on sera là la semaine prochaine pour Hell in a Cell. Parfait, c'est noté. On mettra le petit lien qui va bien, je pense, Merci sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui passent pas sur les cahiers du catch, ils font mal de ne pas venir sur les cahiers du catch, mais il y en a. Voilà, venez jouer, c'est super marrant, Feud of the Year. Venez écouter l'émission. Et en plus, ils s'y connaissent en question catch, je peux en témoigner. La preuve, on a gagné. C'est des spécialistes. Non, et puis en plus, on s'amuse beaucoup à le faire, on rigole bien. Et j'espère qu'on fait bien rire aussi ceux qui nous écoutent parce que on donne des conseils tellement infaillibles que parfois on a des scores tout pourris. Mais c'est ça aussi la beauté du catch, ça a beau être scénarisé, on arrive parfois à se planter magistralement et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans le catch. Voilà, bon, on va arriver à la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit, c'est gratos. Venez nous voir sur les cahiers du catch, venez lire les articles de Raphaël. Je crois que Kovac s'est écrit aussi un petit peu, non? Ça fait très longtemps que j'ai plus écrit sur les cahiers du catch, mais oui, ça m'est arrivé. Mais en règle générale, je conseille quand même tout le monde d'y aller, puisque ça reste le meilleur site de catch francophone ever. Voilà, écoute Raphaël, je te remercie. Mais c'est un plaisir, et à la prochaine. Plaisir partagé. Kovacs, je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli, d'avoir honoré votre défaite au CDC Quiz en m'invitant aussi de façon aussi chaleureuse. J'ai passé un excellent moment et j'espère que les auditeurs auront passé un bon moment avec moi. Enfin, avec nous, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et si vous voulez que Kovacs revienne, n'hésitez pas. Oui. Des messages. Mettez un petit pouce bleu si vous voulez qu'il revienne, un petit pouce rouge si vous voulez qu'il ne revienne pas. Mais voilà, tapez 1. Tapez 1 pour le retour de Kovacs. Voilà, moi ça m'a fait bien plaisir de te recevoir, Kovacs. Merci beaucoup. On s'est jamais vu. Voilà. Et écoutez, les amis, je crois que tout est dit. N'oubliez pas d'écouter le supplément Catch Up, le supplément SmackDown. Ça sera apparaître d'ici un jour ou deux à tout casser. Et puis pour le reste, je vous remercie. Puis je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Bonne soirée. Salut.